Pierre Manant, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous avez écrit récemment, vous avez publié récemment « Situation de la France », un livre qui s'est trouvé en fait, hélas, dans une certaine actualité dans le contexte des attentats. Et dans ce contexte-là, nous avons pu entendre parler beaucoup de laïcité, notamment avec l'Association des maires de France qui proposait de supprimer les crèches dans les lieux publics. Donc ce dont nous avons l'impression, c'est que entre la laïcité à la française, entre les valeurs de la République et les religions, notamment l'islam, il y a un dialogue de sourds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? La question a beaucoup d'aspects. Je crois que pour le résumer de la façon la plus directe, je dirais ceci. Nous pensions avoir trouvé une solution satisfaisante, définitive, à la question de la place des religions dans l'espace public, à la question du rapport entre l'ordre politique et les institutions religieuses, avec la formule de la laïcité, telle qu'elle avait été instituée en France à partir du début du XXe siècle, et telle qu'en réalité elle prévaut dans tous les pays occidentaux, le régime de la séparation de l'Église et de l'État. Et dans la dernière période est advenu un facteur nouveau, inédit, l'islam, ou l'installation en Europe et spécialement en France d'une population musulmane nombreuse, installation qui paraît en quelque sorte affoler tous nos instruments de mesure, d'évaluation, et qui paraît en quelque sorte être impossible à maîtriser avec les instruments usuels, et en particulier avec la laïcité. Parce que, tout simplement, l'islam arrive, si j'ose dire, assez naturellement avec les mœurs musulmanes, des mœurs qui sont visibles. L'islam est une religion des mœurs visibles, une religion des conduites collectives, une religion partagée, une religion explicite, publique, et donc cette société, ou ce régime de laïcité qui en quelque sorte s'était habitué à l'invisibilité, peut-on dire, de la religion, se trouve confronté à une religion qui est fort peu invisible, qui est au contraire très visible, de plus en plus visible, et à l'égard de laquelle on ne sait pas comment se rapporter. Voilà. Donc là, nous nous trouvons devant une difficulté principielle, donc de recomposition, enfin de reformulation de notre projet collectif, de reformulation des rapports entre le politique et le religieux, et nous nous trouvons devant ce problème indépendamment même disons, des aspects violents de l'islam aujourd'hui. Il y a une question de principe qu'il faut résoudre indépendamment des questions de terrorisme. Et d'ailleurs, si nous résolvions la question de principe, la question du terrorisme serait très largement résolue. D'accord, mais alors qu'est-ce qui en fait serait malade ou peut-être ou mal compris, mal vécu dans notre principe de laïcité? Est-ce que c'est lié à cette perte du sens du bien commun politique? Je crois simplement que on a interprété la laïcité d'une manière inexacte, ou plutôt on a laissé s'étendre en quelque sorte le sens de la notion. La laïcité a un sens précis, encore une fois, séparation de l'institution politique et de l'institution religieuse. Les religieux ne commandent pas à la cité, les politiques ne commandent pas à l'institution religieuse qui a sa liberté et son indépendance. Bon.
De cette idée juste, nous sommes allés nous sommes laissés glisser vers une perspective assez différente, consistant à faire de la laïcité la caractéristique d'une société, à parler d'une société qui serait laïque. Comme si dire laïcité amener avec soi une idée de société. Et quel type de société? Une société dans laquelle la religion n'aurait pas de présence visible, sociale, ne serait pas une composante visible, publique de l'ensemble social. Donc, c'est cette idée que certains, je dirais, affolés par les problèmes posés par l'islam, essaient de formuler et d'imposer d'une certaine façon. Et je crois que c'est une idée erronée, que la laïcité n'est pas la neutralisation religieuse de l'espace public. Il ne s'agit pas de vider l'espace public, la vie sociale de la présence religieuse ou des marques religieuses. Et donc il s'agit d'accommoder les communautés religieuses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles s'expriment naturellement dans l'espace public. Nous sommes obligés à une recomposition de l'espace public sous cet angle. Et donc, évidemment, ce nouveau problème conduit à repenser les rapports de l'ancienne religion, si je peux dire, le christianisme, le catholicisme, avec la laïcité. Il est clair que le christianisme s'était accommodé d'une présence à la fois très, très répandue et infiniment discrète dans l'espace public. Aujourd'hui, avec cette présence aussi massive et si visible des musulmans, il est clair que pour que l'équilibre social, moral, spirituel de la nation française soit préservé, il importe que la composante chrétienne trouve une expression publique, je dirais, un peu mieux définie, un peu mieux soulignée, un peu plus active. Oui, parce que vous dites dans votre ouvrage que finalement, en face de ce vide, de cette invisibilisation, pardon du néologisme, de la religion dans la société, finalement, l'islam, devant ce vide religieux, eh bien, arrive avec son humanisme, son bien commun, ses valeurs, et vous envisagez même, devant cette faiblesse, une islamisation de la France et de l'Europe. Alors là, tout de suite, évidemment, on vous traite de défaitiste, comme Alain Finkielkraut, ou même comme de disciple de Houellebecq, hein, comme l'a fait Pascal Bruckner. Donc vous, comment est-ce que vous l'expliquez pour qu'on vous comprenne bien? Premièrement, une partie importante de nos concitoyens sont musulmans. Il faut partir de là, donc c'est un fait. Donc on ne peut pas faire comme si ce fait n'était pas là. Donc il faut en tenir compte, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut dire, comme certains le disent, étant donné ce qu'est l'islam, il n'y a pas de solution, ils ne s'intégreront jamais. Mais si on dit cela, alors on se condamne à l'échec, évidemment, parce que on décrète que le problème sera sans solution. Et en pratique, ça veut dire la fragmentation croissante de la société française et de la société européenne. Bon. Donc il faut, en tenant compte de ce nouveau facteur, produire un bien commun qui enveloppe les citoyens musulmans et les citoyens non musulmans. Pour produire ce bien commun, il faut en quelque sorte entrer dans un échange. Entrer dans un échange qui est à la fois une conversation civique entre les uns et les autres, un partage, un compromis. Donc il y a tout un effort social et civique pour produire un bien commun. Sur la base de quelle hypothèse, sur la base de quel principe? C'est là que, disons, je fais des propositions qui déplaisent à certains. Certains pensent qu'il suffit de dire les droits de l'homme suffisent à tout. Et donc, il suffit que l'État protège et garantisse les droits individuels, et nous n'avons pas à nous soucier, ensuite, nous n'avons pas à tenir compte des
des associations religieuses, et les musulmans, nous ne devons les considérer que comme des citoyens français qui se trouvent à avoir par ailleurs une religion. Ce n'est pas suffisant. Encore une fois, étant donné le caractère de l'islam, étant donné le caractère d'association visible, tangible, substantielle, résistante, il faut qu'il y ait un moment, une étape j'allais dire, de reconnaissance publique du fait qu'une partie de la France est musulmane. Et que donc, il y a une certaine acceptation de leurs mœurs, du moins, dans ce que, tant que ces mœurs ne vont pas à l'encontre d'une loi de la République, comme la République interdit la polygamie, la République interdit le voile intégral, la République garantit la liberté intégrale, la liberté complète de conscience, la liberté de changer de religion, la liberté de ne pas avoir de religion. Tout cela, ce sont des principes avec lesquels il n'est pas question de transiger. Cela dit, pour le reste, pour une grande partie des mœurs visibles, je ne vois pas pourquoi nous ne les accepterions pas. Par exemple, que dans les cantines scolaires, les enfants puissent avoir des repas sans porc, ou même dans les piscines, pour les enfants d'âge scolaire, qu'il y ait des heures différentes pour les filles et les garçons si les familles y tiennent. Ça ne me paraît pas des scandales, et je pense que ce seraient des gestes je dirais, de bienveillance et de bon accueil qui ne serait pas négligeable. Si on doit demander aux musulmans des choses difficiles pour eux à faire, il ne faut pas en même temps les mettre sous une sorte d'accusation permanente, comme s'il y avait dans leur être musulman quelque chose d'essentiellement incompatible. Autrement, comment peut-on vivre ensemble? Mais après avoir accordé, si j'ose dire, cet accueil, je leur demanderai des choses très substantielles et difficiles. La chose principale, puisqu'il s'agit de produire un bien commun dans le cadre français, c'est de se tourner vraiment vers la France. Car le problème principal des musulmans, c'est pas un problème lié, je ne sais pas, à la religion musulmane, à la théologie musulmane. C'est une question importante de savoir quel est le caractère religieux de l'islam, mais il y a quelque chose de plus immédiatement problématique, c'est le fait que la plupart des musulmans français viennent de pays du Maghreb, avec lesquels ils sont très liés évidemment par leurs origines, mais surtout d'où leur viennent une grande partie de leur figure d'autorité dans les mosquées, dans les associations religieuses. Il y a une dépendance personnelle, d'organisation, financière aussi, spirituelle, à l'égard du Maroc, de l'Algérie, évidemment de l'Arabie Saoudite, qui inonde en quelque sorte tous les musulmans du monde, y compris ceux de France, à la fois d'argent et d'une interprétation de l'islam particulièrement étroite et sectaire. Donc, il faut que les musulmans de France, qui sont évidemment tiraillés et attirés ou prisonniers un peu de cet ensemble arabo-musulman dont ils se font encore partie, beaucoup d'entre eux, il faut qu'ils connaissent ce que j'appelle, qu'ils se résolvent à ce que j'appelle une conversion à la France, n'est-ce pas ? Une conversion au bien commun français, c'est-à-dire qu'ils éprouvent vraiment que leur vie s'inscrit désormais et doit s'inscrire dans une nation telle qu'est la France, c'est-à-dire une nation où ils ont le droit d'être musulmans, où les musulmans forment une partie de la nation, mais où ils s'inscrivent dans une nation qui est une nation européenne, c'est-à-dire fondamentalement dont une caractéristique est d'être une nation que j'appelle de marque chrétienne, où le christianisme est une référence, je dirais, non pas qui commande, les chrétiens ne commandent pas dans la cité, mais une référence formatrice, c'est-à-dire que la vie française, l'éducation, ce que c'est que devenir français, partager l'esprit de la France, la littérature française, partager cette éducation qui fait de nous des Français, signifie entrer dans une vie commune qui est
décisivement informé par, je dirais, le rapport avec le christianisme. C'est quelque chose de compliqué. Je ne dis pas simplement une vie chrétienne, je ne dis pas la France est une nation chrétienne. Je dis ce qu'est devenu la France, ce que nous sommes, est incompréhensible si nous ne comprenons pas que une nation européenne, c'est un corps politique qui s'est développé dans un dialogue constant, à la fois positif et négatif, d'acceptation et de refus, avec la proposition chrétienne. Et cela est décisif dans notre fabrique, si je peux dire. Et donc les musulmans, ils doivent s'intégrer à un pays qui a cette forme. Merci beaucoup Pierre Manant pour cette rencontre. Merci.